It's towards Basson. 2-1. 2 minutes after being pegged back by Liverpool, Tottenham are ahead once again, and it's the debut boy Sebastian Basson. Je suis né pour briller, mais pour ça, il faut mettre les ingrédients. Ça va pas venir comme ça, tu vois. Comme le football, si je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est parce que pendant des années, j'ai souffert. Depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, tu es dans ça. On t'a éduqué dans ça. Tu te lèves tous les matins quand tu as un objectif journalier, hebdomadaire. Tu te lèves, il n'y a plus rien. Rien. Ça pousse à la dépression, ça pousse à beaucoup de choses. Où va l'argent des footballeurs? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Comment gèrent-ils leur carrière et puis leurs finances? Où l'investissent-ils? Comment le dépensent-ils? Comment expliquer que certains ont gagné beaucoup d'argent et en fin de carrière n'avaient plus rien du tout? Et comment faire pour éviter ce genre de situation? Aujourd'hui, nous faisons un entretien exclusif avec un footballeur, Sébastien Basson, ancien international camerounais, joueur de Tottenham notamment pendant sa carrière, et qui a bien voulu se livrer pour nous parler de ce dont les footballeurs ne parlent jamais, de la gestion de leur argent. Ça va être un podcast très, très instructif. Ceci est la deuxième partie du podcast parce qu'il y avait tellement à dire qu'on a décidé de le faire en 2 fois. C'est exceptionnel sur la chaîne, mais je crois que ça en valait largement la peine vu l'exclusivité des choses que nous allons apprendre pendant ces 2 épisodes. Donc, si vous nous découvrez maintenant, je vous invite à regarder à la suite de celui-ci le premier épisode qui est totalement complémentaire afin que vous puissiez comprendre parfaitement comment le football se gère. Comment, dès le très bas âge, les enfants sont plongés dans un milieu d'argent dans lequel on ne les a pas formés, auquel on ne les a pas préparés. Bref, posez-vous parce que je pense que ce qui va suivre va certainement vous intéresser. Comme d'habitude, partagez-le massivement. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu. Bienvenue sur C'est juste une question de temps, le podcast des Money Makers, les gens qui font l'argent et qui en parlent sans complexe ni tabou. C'est parti! Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de revenir sur le podcast pour terminer ce qu'on avait commencé déjà la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le premier épisode que j'ai fait avec Sébastien Basson, qui est un ancien footballeur et international camerounais qui a bien eu l'amabilité de se livrer dans notre podcast pour nous parler de sa carrière de footballeur, de son rapport à l'argent. Et nous voulons aller aujourd'hui dans une deuxième partie, toujours dans les mêmes types de thématiques. Donc, est-ce que tu peux... Bon, c'est vrai que je l'ai déjà fait là. Tu veux compléter quelque chose dans ta présentation? Non, pas. Non, le plus simple c'est, le meilleur c'est. Ok, c'est parfait Sébastien. Aujourd'hui, je voulais quand même te poser une question que je n'ai pas pu te poser la dernière fois. Qu'est-ce qui explique d'après toi que beaucoup de footballeurs qui ont connu dans leur carrière beaucoup de succès, qui ont eu beaucoup d'argent, terminent pauvres? Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Comment des gens qui étaient blindés, pleins aux as, pas qu'en Afrique, hein, ça arrive partout, ça, même en Europe. Comment expliquer que, je ne dis pas qu'aux Africains, ça arrive à des Européens aussi. Comment toi, tu expliques ça? Je sais pas, j'explique ça tout simplement par rapport à l'éducation financière. Aujourd'hui, que tu sois, peu importe comme tu l'as dit, peu importe d'où tu viens, si tu n'as pas été exposé, on ne t'a pas appris quelque chose, je pense que comment tu vas faire pour gérer quelque chose qu'on ne t'a pas appris? L'argent, et moi le premier, ça veut dire que je n'ai pas grandi dans un environnement où les gens savaient maîtriser l'argent. Ça veut dire que le rapport que notre environnement, nos parents ou même notre environnement, ton quartier, d'où tu viens, a eu avec l'argent, c'est un rapport qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on a toujours, sacralisé l'argent d'où on vient. Ça veut dire que quand tu réfléchis, si je te dis que Philippe, quel est ton premier souvenir quand tu étais petit par rapport à l'argent? Qu'est-ce que tes parents te disaient? On te disait que je ne cueille pas l'argent dans les arbres, je ne ramasse pas l'argent. Ça veut dire qu'on a déjà sacralisé l'argent. Ça veut dire que l'argent, c'est déjà quelque chose que quand on en a, ça devient limite, c'est sacré, comparé à ceux qui ont été exposés à l'argent, qui ont appris à utiliser l'argent comme un outil plus qu'une récompense, plus quelque chose qui donne de la valeur. Donc, je pense que l'explication, elle est là. C'est que les gens, tu peux avoir une grosse rémunération. Tu parles de footballeurs. Pour moi, les footballeurs ne sont pas forcément riches. On a une grosse rémunération, c'est différent. La richesse, en anglais, on dit generational wealth. C'est des choses qui durent. Gagner beaucoup d'argent, c'est pas être riche. Et toi, tu travailles dans la finance, dans les investissements. La richesse même, déjà, juste
l'étymologie du mot richesse et avoir de l'argent, c'est pas la même chose. Tout à fait. Tu vois, donc je pense que nous, footballeurs ou même artistes, peu importe, celui qui n'a pas été habitué à l'argent, qui d'un coup, parce qu'il a été bon dans la chanson, dans le ballon, d'un coup d'un seul on lui dit que bon, voilà ce que tu gagnes. Est-ce qu'on t'a préparé? On t'a jamais préparé. Ça veut dire qu'autour de toi, l'argent, ça te donne un statut différent. En fait, pour moi, c'est vraiment une exposition. Ce à quoi tu as été exposé toute ta vie ne va pas être un problème. Donc, tu vas savoir l'utiliser. Ça va pas. Nous, avec l'argent, on est dans l'émotion. Une fois que tu as beaucoup d'argent, émotionnellement, tu deviens. Pourquoi il y a le besoin quand les jeunes footballeurs commencent à gagner beaucoup d'argent? Ça a été un peu ton cas d'ailleurs, tu nous as dit ça lors du dernier épisode, d'acheter des grosses choses, des choses, notamment des grosses voitures, ce genre de choses. Pourquoi il y a ce besoin? Tu as vu ça chez tes collègues aussi, footballeurs? Oui, parce que tu n'as pas eu. Quand tu étais petit, tu n'avais pas. Tu voyais ça chez les autres. Donc, parce que ton rapport à l'argent vient, pour moi, est déterminé par ton environnement. Aujourd'hui, si je dis à mes enfants, par exemple, on me dit, je ne sais pas, ah non, ça c'est cher. Si je dis, on n'achète pas, c'est cher. Tu sais combien ça me coûte? Je les conditionne déjà à être un peu, on va dire, en dessous de l'argent. C'est l'argent qui va les dominer plus qu'eux vont dominer l'argent. Donc, Mais est-ce que ce n'est pas un moyen de faire aussi comprendre à l'enfant que les choses ont une valeur? Tu peux faire comprendre. 1 000 euros, ce n'est pas 100 000 euros. Mais 1 000 euros, ça a une valeur, mais oui. Qui a dit que 1 000 euros c'est cher ou 100 000 euros c'est cher? Ça dépend de. Oui, par contre, cher, je suis d'accord, oui. Ça dépend de la personne. Tout à fait. La valeur qu'on donne. Moi, je préfère que mon enfant, je ne vais pas dire que ça c'est cher, tu peux pas. Non, c'est que pour l'instant, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas te permettre. Mais je ne veux pas que tu penses que c'est trop cher. Que non, c'est pas inaccessible. Ça. C'est inaccessible. Pourquoi? Parce que l'argent, au final, ça a quelle valeur? Ça a la valeur, les billets que les gens du système monétaire veulent bien lui donner. La valeur de l'argent monte et descend. Donc, au final, ils impriment des billets tous les jours. Tous les jours, ils impriment des billets. Mais nous, on est là, on court après, on devient esclave de l'argent. Donc, pour moi, c'est parce qu'on a grandi dans un environnement où on a manqué, on n'a pas eu, que quand on a, comme on n'a pas été préparé, et comme ça vient vite, toute non-préparation, c'est soudain. Tu n'as pas été, donc, tu vas réagir, on va dire, à l'instinct. Donc là, et comme il y a beaucoup de mimétisme, il y a le phénomène de groupe qui fait que l'autre a fait, tu as manqué, tu ne veux. Il y a ce truc de vouloir se sentir aussi accepté par un certain environnement, tout ça qui rentre en compte, qui dit que non, je ne veux pas être moins que l'autre. Parce que étant petit, en grandissant, tu as vu tes parents aller souffrir pour aller te ramener l'argent. Parce que nos réalités ne sont pas les mêmes. Ils ont souffert pour aller ramener le peu d'argent. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas la prise de risque en eux. Ils n'ont pas cet esprit entrepreneurial. Ils ont la sécurité. Donc, tu vas grandir dans ça. Mais on ne t'a pas exposé. Ça veut dire ce à quoi, je ne sais pas, il y a des enfants aujourd'hui, oui, de n'importe quel type de communauté, qui ont été exposés à l'argent depuis l'enfance. Ça veut dire que quand maintenant, ils ont de l'argent, ça ne leur fait rien. Mais ils ont la valeur de l'argent. Mais ils savent l'utiliser comme un outil. Ce n'est pas l'argent qui va venir dicter comment ils vont se comporter ou leur comportement psychologiquement ou même leurs actions. Ils vont utiliser l'argent pour ce que c'est, comme un outil qu'on investit. C'est là où on parle d'investissement, on parle de mentalité. Pour moi, je dis qu'on a une mentalité de pauvre. La mentalité du pauvre, ce n'est pas le pauvre financièrement. C'est que l'argent nous contrôle. C'est que le fait que quelqu'un ait de l'argent détermine ton comportement par rapport à lui. Parce que on a toujours été esclaves. On a toujours été la main. Mais le monde, l'argent dirige le monde. Les riches, les puissants dirigent... Oui, mais les riches, c'est une question... Il y a une différence entre avoir du pouvoir et avoir de l'argent. L'argent donne du pouvoir. L'argent peut donner du pouvoir. Tu peux avoir du pouvoir sans argent. Oui, ça c'est vrai. Tu peux avoir du pouvoir sans argent. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as plus de valeur qu'un autre qui n'a pas d'argent. Non, c'est sûr. Oui. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir de l'argent, aux yeux des gens autour de toi, de ton environnement, te donne une valeur différente. Parce qu'on a été conditionné à être esclave de l'argent. L'argent ne devrait pas changer la personne qui tu es. Pour moi, quand tu as de l'argent, ça grossit ton caractère, réellement. Quand tu es gamé, quand tu n'as pas d'argent, mais quand tu as l'argent, c'est là où on voit ton réel caractère. Et pour moi, c'est pour ça que tu vas voir des gens qui, peu importe la rémunération qu'ils ont, si tu n'as pas l'éducation financière, si tu n'as pas ce rapport, tu n'as pas été éduqué dans ce que c'est que réellement
de manière intrinsèque l'argent. Ça s'apprend. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? Quelle valeur ça doit avoir? Quel rapport tu dois avoir? De la même manière que, je ne sais pas, tu vas grandir, tu vas apprendre à vivre en société, tu vas apprendre à vivre avec une femme, tu vas apprendre. Tu n'es pas né en sachant ça. Si on ne t'a pas appris, non, que tu ne dois pas faire ci, en famille, tu ne dois pas faire ça, avec une femme, avec un homme, avec des enfants, comment tu vas apprendre sur le tard? Tu vas faire des grosses erreurs. C'est comme ça que je ne sais pas, aujourd'hui on a nos enfants, ils grandissent. Si je n'apprends pas à mes enfants comment se comporter avec le sexe opposé, ils vont apprendre sur le tard. Ils vont faire des très grosses erreurs. Donc c'est la même chose pour l'argent. Et je pense que nous, on nous a pas appris parce que nos parents ne connaissaient pas. Ça, pour moi, c'est ça. Alors, on voit aussi que quand on est footballeur, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de personnes qui rôdent autour des footballeurs, notamment des conseillers financiers, qui sont supposés être là pour vous aider à gérer votre argent. Comment ça se passe avec ces gens? Ça se passe que, il faut savoir que les footballeurs de base, on est conditionné à jouer au ballon, être concentré sur jouer au ballon depuis petit. Ça veut dire que plus on va grandir, les conseillers vont venir à partir du moment où il y a de l'argent, quelle que soit la somme. Parce qu'ils vont anticiper, eux-mêmes, ils n'ont pas le même background que nous. Ça veut dire qu'eux, ils sont beaucoup plus scolaires, ils ont été à certaines études. Donc, ils viennent parce qu'ils voient un potentiel et commencent à faire des prédictions. Ils veulent sécuriser ton argent. Ils veulent t'aider à sécuriser ton argent. Bien sûr que ce n'est pas gratuit et que dans ça, eux-mêmes, ils voient leur intérêt. C'est normal. Rien n'est gratuit, c'est le business, c'est le capitalisme maintenant. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent. Ça fonctionne comment? Ils te proposent quoi? Ils te proposent des investissements et tu les rémunères rémunères un déjà, pourcentage? à la base, il y a une grosse partie déjà de drague. Parce qu'il faut ils puissent entrer dans le cercle. Qu'on leur donne même l'heure. Parce que beaucoup ont été brûlés. Donc ça fait que les gens sont très méfiants. Conseiller financier, on va dire que dis donc, ça c'est un voleur. Donc il faut qu'ils rentrent. À partir de là, ils vont te proposer toutes sortes de produits financiers. Déjà une gestion, une gestion de ton patrimoine, quel que soit ton patrimoine. Ce qu'on peut faire avec. Il y a beaucoup de simulations qu'ils vont faire par rapport à ton salaire, par rapport à ton net worth. Et après ça, ils sont rémunérés par commission ou même souvent en fonction de ton deal avec eux, tu peux les rémunérer au mois en fonction, et ils gèrent toute la partie financière. Mais le problème de ça, c'est que le plus tu avances, moins tu t'occupes des choses, moins tu apprends à t'occuper des choses. On veut te délester de beaucoup de charges c'est censé être une bonne chose pour toi. Mais moi, personnellement, qui l'ai vécu, ça te rend assisté et en fait encore plus feignant par rapport à ta propre vie. Parce que tu es jeune, tu es obnubilé par le football, tu dis que tu veux jouer au foot et ça, tu laisses aux gens compétents. Alors que tu dois devenir compétent par rapport à ça. Et c'est comme ça que les conseillers financiers arrivent, prennent beaucoup de place à un moment donné parce qu'ils savent que tu ne veux pas faire certaines choses. Et pour eux, c'est normal, c'est leur travail. Donc, ils font. Et en gros, ils te facilitent la vie. Et pour moi, vraiment, ça devient un problème. Alors, l'une des choses qui m'interpelle aussi par rapport aux footballeurs, c'est le rôle du manager. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue, quelle est la place pour toi d'un manager? Quelle est son importance? Est-ce qu'on peut devenir un grand footballeur sans un grand manager? Oui, tu peux. Parce que c'est le joueur qui fait l'agent. Ce n'est pas l'agent qui fait le joueur. Mais il y a des super agents. J'appelle les super agents, c'est ceux qui ont vraiment du poids, du pouvoir dans la sphère footballistique, qui ont un nom, qui savent faire bouger les choses. Ils peuvent dire qu'il faut que son joueur soit titulaire? Non, c'est pas ça. C'est que le manager est là pour quoi? L'agent est là pour négocier ton contrat. Il est là pour négocier ton contrat. Moi, je suis là pour jouer. Je ne peux pas négocier mon contrat moi-même. Même si, à la fin, j'avais plus d'argent, par exemple, parce que les contrats que je signais, j'avais l'expérience pour savoir comment les mener. Tu fais signer par un avocat, par exemple. Mais l'agent en lui-même, non, il doit s'assurer des bonnes relations hors terrain, des relations de tout ce qui est les deals, les deals commerciaux,
tout un tas de choses, ton contrat, ce qu'on peut mettre dans ton contrat pour que tu aies le meilleur revenu, oui, c'est quelque chose, c'est une science. Aujourd'hui, pourquoi il est primordial, l'agent, à un moment donné? Parce que pour passer d'un niveau à un autre, des fois, à valeur égale, c'est des hommes. Ils s'entendent entre eux, ils se doivent des choses. C'est un business. Donc, l'agent qui a du pouvoir, qui a déjà fait des deals dans certains clubs, qui est comment dire, connu et à qui on fait confiance, bien sûr qu'il peut jouer dans ton transfert parce qu'il a des bonnes relations, il a déjà beaucoup de joueurs dans tel club. Il ne va pas exiger quoi que ce soit sur le côté sportif, mais tout ce qui est business, tout ce qui est contractuel, oui, l'agent, aujourd'hui, son rôle, il est là. Il est vraiment là. Et aujourd'hui, les grands joueurs, tout grand joueur a une structure autour de lui. Ce n'est pas juste un agent, c'est une structure. C'est vraiment une structure. Grand joueur, c'est une entreprise. Donc, il ne doit avoir pas une personne qui s'occupe de lui. C'est toute une structure managériale autour de lui, dont un agent en tête qui a une équipe autour de lui qui va s'occuper du joueur. Du coup, quel est l'intérêt pour des binationaux comme toi de signer plutôt pour l'équipe de France? Est-ce qu'il y a un intérêt, c'est-à-dire que pour un footballeur, c'est plus avantageux de signer pour l'équipe de France que l'équipe de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il va... Parce que j'ai entendu dire que quand quelqu'un a le label équipe de France, il est valorisé beaucoup plus cher sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu joues en Europe, les équipes nationales africaines ne rapportent rien au club européen, déjà. L'équipe de France, l'équipe d'Angleterre, je joue en Europe. Oui. Donc, les clubs européens ont tout intérêt à avoir leurs joueurs en équipe nationale européenne parce qu'ils sont sous l'UEFA, ils sont dans le même, à peu près, le même système. Tout ce qui est hors de l'Europe, aujourd'hui, ne leur rapporte pas d'argent. Les clubs, si je joue à Tottenham, je joue à Manchester, peu importe, je vais en équipe de France, ça rapporte même des points au club. Ça rapporte une visibilité pour le club. C'est beaucoup plus, financièrement parlant, même, c'est meilleur. Donc oui, sachant que les équipes européennes ont plus de valeur sur le marché, on parle financièrement parlant, c'est pour ça qu'un joueur qui va en équipe dans son pays d'origine, il vient jouer une équipe africaine ou même peut-être même asiatique, oui, il aura moins de valeur. Enfin, quand je dis moins de valeur, si le joueur est bon, il est bon. On va l'acheter des millions. Quand même, la loi du marché, c'est la loi du marché. Mais pour des joueurs, on va dire, moyens, ça peut faire la différence de jouer pour l'équipe d'Espagne ou de France ou l'équipe du Burkina Faso. C'est moins valorisant businessment parlant, pour le business de l'équipe, du club dans lequel tu joues. Samuel Eto'o avait dit que s'il était brésilien, il aurait gagné beaucoup de distinctions individuelles. Est-ce que tu penses que venir d'Afrique est un handicap dans le football moderne? C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, très peu de joueurs africains sont vendus pour des clubs européens à des montants intéressants. Alors que quand on entend à combien les clubs payent pour avoir des Brésiliens, des Argentins qui viennent d'Amérique latine, on est tout de suite des montants en millions d'euros, alors que nos joueurs, c'est 300 000 euros, 500 000 euros, un transfert, 1 million. Enfin, c'est faible. C'est dû à quoi? Parce que le niveau du championnat, des championnats locaux, je pense, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché de manière vraiment précise. Si tu me demandes, je pense que le niveau, par exemple, du championnat brésilien, tu parles des Brésiliens, les joueurs vont jouer au Brésil. Les gens quittent l'Europe à un moment donné dans leur fin de carrière, ils vont jouer au Brésil. Parce que le championnat local, je pense qu'il a une certaine valeur, il a un certain niveau. Aujourd'hui, je ne pense pas que les joueurs quittent l'Europe pour revenir jouer au championnat camerounais ou au championnat ivoirien. Et je pense que c'est la valeur du championnat local qui fait que les joueurs, quand ils sont transférés, aujourd'hui, si on augmente la valeur de nos championnats locaux, dans tous nos pays, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, je pense que quand les transferts se feront, c'est un travail de longue haleine, mais la valeur des joueurs augmentera. Je pense que c'est la seule raison, là, comme ça, que moi, je vois. Mais oui, c'est vrai que par rapport à ce que Samuel a dit, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Aujourd'hui, dans le football moderne, vraiment, les gens dégainent tellement d'argent vite parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent un joueur, ils ont vu un joueur, c'est la loi de l'offre et de la demande.
À partir du moment où il y a une contre-offre, il y a un autre club qui vient se positionner, que tu viennes d'Asie, d'Antarctique, ils vont mettre l'argent. Ça, c'est sûr. Ok, donc il peut y avoir une barrière au départ due au championnat. Donc en gros, il faut vraiment améliorer les championnats. Parce que j'ai le sentiment quand même que même après, même quand ils sont déjà en Europe, les transferts des joueurs africains ne sont pas très élevés pour le talent qu'ils ont. Non, là, une fois que tu arrives en Europe et que tu fais partie du système, tu vas être vu comme un joueur africain quand tu vas devoir partir à la CAN ou en sélection. C'est là où il se rappelle que il doit voyager loin, il doit partir au mois de janvier. Et seulement si tu es un joueur important. Seulement si tu es un joueur qui manque à ton équipe. Le joueur de rotation, là, on ne va pas trop bavarder. Quand tu as un joueur qui est important dans ton équipe, c'est là où vraiment ta non-présence va se faire sentir. Et c'est là où l'enchaînement commence dans leur tête. Ah oui, c'est vrai qu'il a... Et c'est pour ça qu'en signant souvent dans des clubs, quand tu es un joueur important, tu signes pour un gros contrat, un gros transfert, on va te dire, est-ce que tu vas partir à la CAN ? Si à la CAN cette année ou dans les 2 ans, on va te poser la question. On ne posera pas la question à un joueur qu'on a fait signer, on va dire un joueur lambda sur lequel on ne compte pas. Mais si tu deviens un joueur important dans le cours de la saison, là, c'est là où, mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème au fait d'être africain. Et parce que quand même, quand tu es en Europe, tu passes de club à club, on va moins t'acheter. Acheter moins cher. Moins cher. Non, on ne va pas t'acheter moins cher. Parce que si tu passes par exemple, moi je vis en Angleterre, les clubs anglais entre eux font du business. Que tu sois africain, que tu sois asiatique, d'un club à club, ils ont leurs accords. Donc eux, là, le montant du transfert, c'est eux, ils s'arrangent entre eux là-bas. Donc, on s'en fout d'où tu viennes. C'est leur business. Donc, non, c'est pas... Je ne pense pas que ton origine fasse que tu vas être vendu moins cher. Quand tu es... En fait, les gens, je pense qu'ils bavardent beaucoup, mais quand tu es bon, tu es bon. Les gens vont payer. Non, c'est une réalité. Quand tu es bon, les gens trouvent beaucoup d'excuses. Mais oui, c'est parce que je suis africain, c'est parce que je suis asiatique, c'est parce que je viens de là-bas. C'est des excuses. La vérité, c'est sur le terrain. Réellement, on remet les choses dans leur contexte. Quand tu es bon, tu vas être vendu, tu vas avoir l'argent que tu dois avoir. Les gens cherchent des excuses. Même si tu sais, j'ai vu jouer en Angleterre, j'ai toujours su que je n'étais pas chez moi. Même si ça fait 16 ans que je suis là-bas, pendant mes années où je jouais, j'ai toujours su que je ne suis pas chez moi. En fait, pourquoi je vais prendre ça comme une excuse? Si je sais que je ne suis pas chez moi, je sais que je dois faire peut-être 2 fois plus comparé à un Anglais, c'est comme ça. Est-ce qu'on est les injustices ou pas? On n'est pas là pour chercher ça. Moi, je suis là pour avoir du résultat. Je regarde, je prends les règles, je regarde comment ça se passe. Si je dois travailler 2 fois plus, bon, on y va. Et là, au moins, j'aurai le résultat. Mais c'est cette utopie de dire que toujours les gens cherchent des faux débats, que c'est parce que je suis. C'est des choses qui ont toujours été et qui seront. C'est la nature humaine. C'est comme quand les gens parlent de racisme. Aujourd'hui, je fais un petit aparté, mais il y a toujours eu le racisme. Non. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter demain. Mais quand tu viens, tu utilises cette carte-là pour justifier le fait que tu n'as pas pu performer comme tu dois, parce que c'était du racisme. Pour moi, non. C'est une excuse, c'est une raison valable, mais ça reste toi qui cherches une excuse. Quand tu es sur le terrain, que ce soit le terrain, dans ton travail, tu dois apprendre les règles de là où tu es, comment ça se passe. Et à partir du moment où tu es au courant de comment ça se passe, tu vas chercher les choses. Ne viens pas te plaindre que oui, c'est parce que je suis africain qu'on m'a fait ceci. Non. Non. Trop facile. À quel moment tu t'es dit, il faut que je prépare mon après-carrière? Parce que quand on est jeune, on se croit invincible. On croit que l'argent ne finit pas. En plus, toi, tu avais de très bons revenus. À quel moment tu t'es dit, oulala, c'est demain, il faut que je commence à me préparer? Tu dis ça à partir du moment où que tu es dans une situation compliquée. Avant ça, on t'en parle. Parce que les gens viennent en fait, ils vous en parlent. Que ce soit dans ton club, dans ton centre de formation même, ils vous en parlent. Mais en fait, tu peux même pas entendre. Ça entre ici, ça sort là. Pour la simple et bonne raison, pour moi, je l'explique comment, que vous voulez pas. Je dis aux gens, même quand je fais souvent des interventions ou des conférences, on me dit que comment on peut
anticiper pour que les jeunes pensent à leur après-carrière et préparent. J'ai dit, vous voulez leur parler de quelque chose, la fin de quelque chose quand ça n'a même pas commencé. Mais psychologiquement, on parle à des jeunes qui rêvent, qui ont toujours rêvé, ou des moins jeunes, qui ont vraiment mis toute leur jeunesse de côté, qui ont fait tellement de sacrifices pour arriver à un endroit. Tu leur parles d'après, c'est-à-dire quelque chose une fin. Que dit fin? Il y a une petite mort. Quand soit ça n'a pas réellement commencé, ils n'ont même pas encore mangé, goûté le fruit de tout leur labeur. Et je pense que psychologiquement, les gens ne comprennent pas. Ça peut pas. En fait, tu peux pas. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à penser à ça, il y a une partie de ton énergie que tu dois mettre à 120% sur ce que tu fais sur le moment qui va disparaître. Et on est dans une compétition. Il y a du monde qui veut ta place. C'est là où les gens ne comprennent pas que c'est prenant. Donc, cette fin de carrière, moi, j'ai commencé à y penser peut-être réellement. Pas que je verrai ce que je vais faire. Je parle réellement. J'avais peut-être 27 ans. Vraiment, je me suis dit que bon, là, c'est même pas question d'argent. Moi, c'était même pas une question de il faut que je garde l'argent, il faut que je fasse. Non, c'était juste qu'est-ce que tu vas faire, qui es-tu et qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière. Et c'est là où le cheminement a commencé, mais ça a été déclenché par une période difficile dans le football. C'est ça qui déclenche à un moment donné toutes tes questions. Et tu te dis, je suis blessé ou j'ai pas de club, le téléphone sonne moins. Et toutes ces situations-là qui font que, OK. Tu as vécu ça? Oui, j'ai vécu ça. Alors, comment tu vis ça? Toi qui étais au sommet de la gloire, qui était à Newcastle, après Tottenham, sollicité partout, à la une de la presse. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu partes de Tottenham? Les performances ou tu as un meilleur contrat? Non, ce qui fait que je quitte Tottenham, c'est mon ego. C'est l'ego qui fait que... Parce qu'à un moment donné, tu penses, je vais dire, mériter certaines choses, mais tu n'es pas dans la réalité. Tu es très bien. C'est vrai. C'est ton ego qui fait que... Non, je veux des garanties. Tu voulais avoir quoi? Je voulais des garanties. C'est-à-dire des garanties de jeu. Je voulais être sûr que j'allais commencer. Ce qui est impossible. Au niveau professionnel. C'est pas possible. Mais là, c'est à ce moment-là. Comment ça, c'est pas possible? Il y a des gens qui signent en disant je Mm. viens pour jouer. Et alors? Mais qui c'est écrit où? Il n'y a aucun contrat qui va garantir que chaque match, Bassong doit jouer. C'est impossible parce que ce ne serait même pas réel. Il y a les formes du moment, il y a les blessures, il y a les décisions de l'entraîneur, etc. En fait, ce n'est pas possible. Et pourquoi tu avais besoin de demander ça? Est-ce que il y avait une rotation? Il y avait une rotation. Et à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me remette à ma place. J'avais besoin d'avoir un certain environnement qui était, d'experts. Des gens en qui tu as confiance, des gens qui connaissent réellement. Pas des gens, malheureusement, quand tu es joueur, tu deviens l'expert. Surtout dans ta famille ou dans tes amis. Mais c'est une réalité, c'est toi l'expert. Si tu n'es pas accompagné d'experts, des gens qui ont fait ça, qui ont vu ça même avant toi, qui connaissent exactement par où tu passes là où tu vas là, ils en sortent. Et quand tu les vois, tu dis non, tu donnes les mains, tu dis que non, il a fait. Il n'y a que ce genre de personnes-là qui, à ce moment-là, m'auraient dit que hey, petit, calme-toi. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Calme-toi, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Là, j'aurais écouté. Mais comme tu as un excès de confiance en toi, tu penses que tu es vraiment fort, tu penses que tu es légitime, tu es dans tes émotions. Tu vis dans tes émotions, personne ne te comprend, tu vis des choses qui sont difficiles, émotionnellement parlant. À ce moment-là, j'ai dit que non, il me faut des garanties. On m'a dit que non, je ne peux pas te donner des garanties. Et c'est là où j'ai quitté pour un aussi bon contrat. Moi, ce n'était pas l'argent. À ce moment-là, j'avais besoin de me sentir bien. J'avais besoin de me sentir un peu désiré. J'avais besoin parce qu'on a été habitué à ça. Et pour un joueur, ça joue beaucoup. C'est comme ça que j'ai quitté. Mais j'aurais vraiment... C'est même pas un regret, parce que pour moi, on regretterait. Mais quand tu regardes, tu te dis que si mon entourage avait été différent, j'aurais peut-être pas pris cette décision-là. Pourquoi tu dis ça maintenant? Parce que ça ne s'est pas très bien passé après? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce que moi je fais même avec certains joueurs. Mais je le dis parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de recul, j'ai beaucoup plus d'expérience, je suis moins dans les émotions que... Je sais que le joueur de foot ou l'être humain de base,
et les joueurs de foot encore plus, c'est un être qui vit dans les émotions à 100 000%. Il vit des choses, même après avec le recul, tu te dis, mais attends, pourquoi même j'ai fait tout ça? Parce que tes émotions t'amènent tellement haut dans le sport. Donc c'est pour ça que je parle. Est-ce que quand tu arrives à ce stade-là de réussite, l'ego ne t'empêche-t-il pas d'écouter des gens? C'est-à-dire que quand les gens veulent te parler, tu te dis pas, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu sais, toi, du foot? Oui, mais est-ce que c'est une partie d'ego? L'ego, sans ego, tu ne deviens pas grand joueur. Sans ego, tu ne deviens pas. Et l'ego, ce n'est pas forcément négatif. On donne une connotation à l'ego, au mot ego. Si tu cherches bien ce que ça veut dire le mot ego, l'ego n'est pas forcément négatif. C'est comment tu vas l'utiliser. Tu as besoin d'un ego, et encore plus dans le sport. On vit dans un. Le sport, c'est un environnement d'alpha-male. L'autre veut ta place. Il peut te tuer. Si tu n'as pas d'ego, tu vas faire comment? Dans un groupe où il n'y a que des garçons qui veulent ta place. Et tu vois, c'est une compétition. On t'a mis dans la compétition depuis l'âge de peut-être 12 ans. On t'a mis dans ça. Ça veut dire que c'est soit toi, soit lui. Comment tu ne dois pas faire preuve d'ego? Tu dois avoir un ego. Après, c'est comment tu vas manager ton ego. L'ego peut te faire, comme tu dis, ne pas écouter. Et c'est pour ça que je te disais juste avant que qui est-ce que tu vas écouter? Ce n'est pas tout le monde qui peut venir te parler. Toi-même, ce n'est pas tout le monde qui va venir te parler de ce que tu fais. Tu ne vas pas écouter tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas légitimes. Tout à fait. Et c'est cette légitimité. Aujourd'hui, mon père me dit que oh, Sébastien, pardon, joue comme ça. Papa, non, pardon. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Ton rôle, mes amis, tout le monde, ma femme, c'est de me supporter quand ça va pas, tu vois, ou émotionnellement. Supporte-moi moralement. Parce que c'est ça, tu es mon père ou tu es ma famille. Je sais que si ça ne vous allez être là. Mais savoir quel est ton rôle. Papa, c'est pas parce que par exemple, tu es mon père ou ma mère que tu as tout l'amour pour moi, que tu peux te permettre de parler technique sur quelque chose que tu ne maîtrises pas au même niveau que moi. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu vas écouter, mais tu vas écouter quelqu'un qui est légitime. Tu vois, quand il a fait. Aujourd'hui, quand je parle à certains joueurs, dans mon travail, on en parlera, je sais directement, ils ne peuvent pas me prendre de haut. Ce que tu fais là, j'ai vécu, j'ai vu. Et tu sais que, donc, automatiquement, les oreilles sont plus ouvertes. Elles sont plus ouvertes. C'est-à-dire que c'est pas comme si le type, il connaît. Donc, c'est ça où je pense que ton ego fait des fois que tu n'écoutes pas parce que tu as trop de courtisans autour qui pensent connaître le football. Au niveau où toi, tu es, c'est pas le cas. Alors, quand tu décides donc de penser à ton après-carrière, à quoi tu penses? Est-ce que tu te dis, bon, il faut que je commence à investir, que j'achète des immeubles? Parce qu'apparemment, les footballeurs, c'est beaucoup d'immobilier. Il faut que tu fais quoi? Tu commences à épargner, à placer ton argent? Tu fais quoi? Une fois, déjà, dans tous les cas, on a déjà des conseillers financiers. Ouais. Tu vois, avec les conseillers financiers, ils te proposent certains produits. Ils te disent que fais comme ci, fais comme ça. La majeure partie du temps, on ne comprend même rien. On fait un peu semblant, tu vois, on est là. Ouais. Non, tu signes. Tu signes. Des fois, tu signes, tu ne sais même pas ce que tu signes. Tu es tellement devenu feignant que tu ne lis pas. Ouais. C'est à ce point-là qu'on... C'est incroyable. En fait, c'est pas vrai. Non. Combien de choses j'ai signé? Je dis, dis donc, ok, c'est bon. Genre quoi? Ça dit tu signes pour qu'il dépense de l'argent, c'est ça? Pour qu'il place de l'argent? Procuration. Tu dis qu'il va t'apporter, par exemple, je ne sais pas, un projet immobilier. Ouais. Oui, c'est bien, il va te donner le taux d'intérêt, des choses simples, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. Tu dois prendre le temps de comprendre. C'est ton argent, c'est ta vie. Mais tu dis que bon, parce que tu dois aller te concentrer, soi-disant, tu dois aller faire ceci, cela. Tu regardes un peu, il te dit, bon, je te fais un résumé. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je gagne combien? Nous, on va dire que je gagne combien? Il y a combien le risque, le taux de risque, c'est ceci, cela. Il va te dire que c'est ça. Je vais dire, bon, je ne sais pas, attends, je réfléchis. Après, il revient, il te dit que bon, j'ai une contre-proposition, tu signes. Mais tu ne sais même pas que tu as signé ton arrêt de mort là-bas. Parce que... Tu as signé des trucs comme ça qui n'étaient pas bons? Mais moi, ça m'a touché correctement et bien. Tu peux nous en parler? J'ai déjà signé, par exemple, j'ai acheté un jour un chalet. Ouais. Un chalet en France. Ça, les footballeurs achètent beaucoup de ce genre de choses aussi. Mais parce que de toute manière, non, c'est un produit comme un autre. De la même manière que tu vas acheter un appartement, là, c'est juste un produit avec une rentabilité différente parce que c'est saisonnier. Voilà, tu vois. Tu as acheté un chalet? J'ai acheté un chalet. C'était aux Deux Alpes. Ok, en France. En France.
Moi, je vais faire quoi? Est-ce que je skie? Je skie pas. Je skie. Non, donc tu sais que c'est pas parce que de temps en temps tu vas aller là-bas. Non, c'est parce que investissement. c'est un investissement. Ouais. Mais de par cet investissement, mon agent et ceux qui étaient autour, eux-mêmes, ils avaient créé, ils avaient vraiment. Tu te rappelles combien t'as coûté le chalet? Écoutez, combien? 300 000 euros. 300 000 euros le chalet, ok. Et ils avaient. Une petite maison, en fait. Voilà. Okay. Mais ils avaient pris beaucoup d'argent derrière. En termes de quoi? Mais parce qu'ils avaient. Non, les gars, là, ils sont forts. Ils sont forts. Là, parce que toi, en fait, ils te parlent un langage que toi, tu ne comprends pas. Tout à fait. En fait, c'est là où ils te noient. Non, c'est là où les gens. Mais comme dans tout business. C'est ça. Si, en fait, l'une des bases de l'investissement, c'est qu'il ne faut pas investir dans ce que tu ne comprends pas. ce que tu ne comprends pas. Ouais. Ça veut dire que. Mais comme nous, tout va vite. Dans le monde du football, ça va vite. Et c'est vrai, comme sur le terrain, il faut prendre des décisions vite. En fait, on est programmé pour aller vite. Ouais. On n'est pas programmé pour prendre le temps. Il faut que tu ailles vite. Il faut que tu fasses ceci. Fais vite, prends vite une décision. Donc, dans ton processus, dans tout, ça devient dans ta nature. Tu vas vite, tu n'as pas le temps de prendre le temps. Donc, et ça, ils le savent. Donc, c'est un bon investissement pour toi, mais toi, tu ne regardes pas, tu ne fais pas doublement checker. Ouais, en fait, tu ne donnes pas une tierce partie, Une par tierce exemple. partie, Oui. tu vois. Ouais. Moi, j'aurais conseillé. Mais quand tu dis que tu es vraiment tombé dans le piège, ça te Non, quoi? c'est que on te dit que la maison va te coûter 300 000, mais Tu au vas final, payer. ça te revient à combien? Ça peut te revenir. Ils ont peut-être pris 100 000 dans la poche, cadeau. Mais après ça, on te dit à chaque fois que non, il y a des problèmes, tu dois payer. Pour ton chalet encore? Oui, pour le même chalet, tu dois payer. Et comme toi, et comme eux, c'est eux qui gèrent, tu ne vois pas l'argent qui sort. Ouais. En fait, comme tu as ta société de droits d'image, tout ça, toi, tu signes des procurations. Tu signes que l'argent sort de ta société. Mais c'est ton argent qui part. Mais comme ce n'est pas de ton compte que tu as, où tu as l'application là, Oui. tu Tu ne le sens pas. Tu ne sens pas que l'argent part. C'est quand tu grandis que tu commences à mettre réellement les yeux dans tes affaires. Et là, tu dis, mais attendez, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est pas à 22 ans, 23 ans que tu fais ça. Ouais. Tu vois, à 22 ans, 23 ans, tu veux manger un peu la vie, tu montes, tu n'as pas eu de jeunesse. Donc, de manière réelle, tu n'as pas le temps. Mais tu gagnes beaucoup. Je me rappelle plus combien tu disais la dernière fois par mois, mais tu gagnes quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi ça te fait mal 300 000? Enfin, c'est pas 300 000, disons 500 000. Parce qu'entre Oui. ce qu'ils te Comment bouffent. ça? 500 000. Mais tu fais Ça comme fait pas, c'est pas ton salaire annuel. Ça te Et puis fait, quoi? ça te fait pas couler. Et puis quoi? C'est l'argent que j'ai travaillé qui Non, part. bien sûr, bien sûr. Donc au final, est-ce que c'est eux qui travaillent tu l'argent t'en es là? rendu compte quand d'ailleurs? J'avais peut-être à partir de mes... Non, mais je dis Vraiment? pour le coup du chalet, tu t'es rendu Oui. compte de ça? Oh, des années après. Ah ouais, donc tu as gardé le chalet pendant des années. Oui, et j'ai gardé ça. Je le faisais, il louait. C'est saisonnier, non? Il Oui. était loué. Donc au final, tu viens, Il te rapportait de l'argent. et on me rapporte de l'argent. Mais il m'en a coûté énormément. Il m'en a coûté plus. Tu l'as finalement vendu ou tu l'as Non, je l'ai toujours? vendu. Tu l'as vendu à combien, tu te rappelles? Non, je l'ai vendu à une valeur moindre que je l'ai acheté. Non! Des années après? Mhm. Mais tu sais que tu as le droit de porter plainte à tes conseillers là? Ah, mais bien sûr, mais j'ai porté plainte contre eux. Ah, mais oui, parce que là, c'est Non, abusé. mais toi aussi. J'ai porté plainte, on était au tribunal. J'ai dit que jamais je te laisse, tu vas me battre mon argent. Jamais. Mais ça, c'était après. C'est-à-dire que cette réalisation, tu ne peux pas l'avoir. En fait, tout est une question de timing. Quand tu es dedans, tu commences, tu as 22, 23, 24 ans, tu es dans la fleur de l'âge, tu es jeune, tu es fort, tu joues, c'est-à-dire que tu montes, tu descends tous les 3 jours. L'argent est là. Non, au-delà même de l'argent. Au-delà même de l'argent. Il y a beaucoup, c'est l'argent, mais d'autres, c'est la performance. En fait, t'es focus, quoi, T'es c'est ça? focus. Ouais. En fait, l'argent, les gens sont focalisés sur l'argent. Une fois que tu as eu ton salaire, que tu l'as une fois, 2 fois, 3 fois, c'est au départ. Ouais. En fait, ça Ça devient une habitude. une habitude. Donc, tu ne vas pas te focaliser comme oh, je reçois tant d'argent tous les mois. Non, tu es focalisé sur ton objectif. Nous sommes des performeurs. On doit travailler. Notre objectif, c'est d'être le meilleur sur le terrain. Certes, là, quand l'argent vient, c'est une chose. Mais au bout d'un moment, C'est pas ça qui c'est t'omnibule pas en ça tout qui cas. t'omnibule. Ouais. Tu veux jouer. Tu peux avoir le meilleur salaire. Tu es sur le banc. Tu souffres. Ouais. Tu rentres. Tu souffres. C'est ça, Ça, ta c'est- réalité. C'est pénible quand tu es au banc de touche. Mais bien sûr que c'est pénible. En fait, tu as été
Et pourtant, on formaté. nous vend l'idée de dire que non, l'équipe est soudée, ceux qui sont sur le banc sont contents pour ceux qui jouent. Non, c'est pas vrai. Personne ne vous vend cette idée-là, ça c'est faux. C'est ce qu'on dit, quand on dit le vestiaire est bon, Le vestiaire est tout bon. le monde est content. Ça veut dire qu'en tant que professionnel, tu sais que c'est pas un sport individuel. Oui, Tu te dois de faire passer l'équipe avant. Mais ça ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Tu n'as pas mal. Tu veux jouer, tu veux être là. C'est ton essence d'être un compétiteur. Donc pourquoi tu vas être content? Tu vas pas faire de problème. C'est normal. Tu dois faire en sorte que l'équipe gagne. Parce que si l'équipe gagne, toi-même tu gagnes d'une manière ou d'une autre. Si l'équipe perd, toi-même tu es dans une équipe qui perd, c'est pas bon. Mais en interne, dedans, là, ton esprit compétiteur, c'est celui-là qui fait que non, je veux jouer. Et c'est pour ça que souvent, les gens partent, ils changent de club, tu prends des décisions sous l'émotion. Parce que tu n'as pas la tête froide de dire que bon, attends, remettons les choses dans leur contexte. Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Souvent, les gens, ils pensent qu'en quittant, parce que je ne joue pas, non, tu t'es pas posé les bonnes questions. Quel est le réel problème? C'est toi. Le réel problème, c'est le joueur. Si tu quittes un club, tu quittes un autre, c'est pas toujours la faute des autres. C'est que le dénominateur commun, c'est qui? C'est toi. C'est que tu n'as pas fait le travail. Et c'est là où on parle de différence de genre de carrière. C'est que, attends, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, que je dois travailler. Le travail, ce n'est pas seulement travailler dur, aller beaucoup courir, faire ses abdos, faire ses... Non, c'est pas que ça. Le travail, pour moi, c'est là. C'est ça qui détermine le reste. Et je pense que, vu qu'on est dans des émotions très fortes, c'est vrai qu'on change de club, on se fâche, on dit que non, je veux partir, il ne me fait pas jouer, il ne me respecte pas, toutes ces genres de paroles qu'on sort sous l'émotion. Et parce qu'on n'a pas un entourage qui est légitime, qui peut nous remettre les choses dans leur Quand tu contexte. dis qu'on n'a pas un entourage, ça revient souvent, mais tu veux avoir quel entourage quand tu as quitté ta famille à 13 ans, 14 ans, tu es parti en club pour te former. À 18 ans, tu as voyagé pour aller dans un autre pays dont tu es déjà beaucoup plus loin. Tu t'es fait des amis là-bas dans un club, tu as rencontré peut-être ta copine là-bas qui ne connaît pas ton passé. Tu t'es fait de nouveaux potes qui t'ont connu quand tu avais déjà de l'argent, donc peut-être qu'ils sont là par des intérêts. Est-ce que c'est pas aussi quelque part la responsabilité du joueur? Parce que c'est lui qui finalement se crée cet environnement. Mais ton entourage, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Tout à fait. Donc pour moi, ton environnement, c'est toi qui le choisis. En fonction de quelles sont tes valeurs. Tout à fait. De qu'est-ce que tu veux pour Tout toi. à fait. Qu'est-ce qui est important pour toi. C'est pour ça que je te dis, quand les gens, l'argent, par exemple, c'est ça, ils ont sacralisé l'argent, bah, tu sais que ton entourage, s'ils viennent pour l'argent, ça ne va pas te poser de problème. Parce que tu vas penser que ta valeur est liée à ton argent. Donc, tu vas te créer l'entourage en fonction de ça. Les gens qui vont venir, tu vas dépenser, ils vont venir, même des filles, tu vas commencer à bailler. En fait, pour toi, c'est ça ta normalité. Et c'est là où le bas blesse. C'est que dans la manière dont tu es conditionné, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est la responsabilité du joueur. Et du coup, c'est cet environnement aussi qui t'aide à... Parce que, par exemple, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur Ousmane Dembélé quand il arrive à Barcelone. Maintenant, les médias savent tout. Je ne sais même pas comment. D'ailleurs, il faudrait que tu me dises ça. Comment les médias savent tout ce qui se passe dans un vestiaire? Parce qu'il y a des gens qui bavardent, non? Mais comment? Les joueurs bavardent. Mais les joueurs bavardent, alors qu'ils savent qu'ils ne doivent pas? Oui. Mais pourquoi? Il y a des gens qui bavardent. Le Congo-Ça est terrible. C'est terrible. Que ce soit les joueurs ou certains membres du staff, les joueurs eux-mêmes. Parce que les joueurs, ils ont une certaine relation avec les médias. Ils veulent aussi, tu vois... les médias, ça peut les encenser. Mais quoi. Oui, un média fait ta carrière et peut défaire ta carrière. Ah ouais, un gros média peut te... Ouais. Les médias, si les médias se mettent sur toi, ils peuvent gâter ton nom. Comme ça. Et c'est vrai. Les médias font et défont des carrières. C'est un métier d'image, finalement. C'est un métier d'image. Et donc, à partir de là, s'ils parlent mal de toi, je ne sais pas, ils ont ton macabre, je ne sais même pas pourquoi, à tort ou à raison. Donc, certains joueurs ou certaines personnalités du milieu, c'est aussi un talent de savoir gérer ta relation avec les médias. Il faut savoir gérer. Moi, c'est ce qui m'a permis à Newcastle d'être aimé par les... Assez rapidement. Assez rapidement. Pourquoi? Parce que je savais que, je ne parlais pas un mot d'anglais. Il fallait que j'apprenne l'anglais vite. Parce que je regardais comment les étrangers qui ne parlaient pas anglais, ils n'étaient pas vraiment demandés par les médias, même s'ils jouaient bien. Je savais que si on parle bien de toi dans les médias, comment il faut faire? C'est qu'il faut que je sois assez... prévenant, c'est-à-dire qu'il faut que j'essaye de parler anglais, que je n'ai pas peur. Donc oui, je faisais des bons matchs.
Si j'allais demander à un interprète, c'est pas bon. La relation n'est pas directe. Donc, j'ai très vite appris à parler anglais. Et je jouais aussi avec les médias. Je leur donnais Ceux qui veulent. ce qu'ils veulent. J'ai toujours parlé. Donc, je ne donnais pas des réponses, tu vois, toutes faites, bateau. Non. Et je savais que là, comme ça, ils allaient aimer. Ils allaient aimer. Mais je n'avais pas de relation, on s'appelle, je te donne des infos. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Moi, je suis très loyal, très droit. Mais dans ce que tu as besoin pour écrire ton bon papier, je vais être un bon client. Je sais que si je joue bien, je vais faire en sorte que l'autre partie aussi soit bien gérée. Et ça fait partie aussi de ton métier. En tant que footballeur, tu as vu beaucoup de joueurs dans ta carrière. Où est-ce que tu penses, que ce soit ton cas ou de manière globale, là c'est vraiment un regard, où est-ce que tu penses que les footballeurs dépensent le plus leur argent? Dans quoi? C'est dans leur confort de vie? C'est dans... Tu parles de dépenser ou investir? Non, dépenser d'abord. Après, on va parler d'investir. Dans quoi est-ce qu'ils se font plaisir? Dans quoi ils se lâchent? Ouais, le les lifestyle. soirées? Non, le lifestyle, les maisons, le lifestyle, vraiment le confort, ce que tu appelles confort de vie. Je pense qu'il y a ce truc de cette culpabilité. Est-ce que tu penses qu'il y a une petite rivalité à ce niveau entre les joueurs? Même si on ne le dit pas, comme telle à telle maison, il faut que j'ai une grande maison, il faut que j'ai... Non, c'est pas une rivalité, je pense que c'est du mimétisme et plus qu'autre chose. Quand tu arrives, tu es jeune, par exemple. Alex Song parlait de ça dans une interview, tu vois. Mais il a très bien illustré. Non, mais lui, il a dit quand même qu'il a vu la voiture de Thierry Henry. Mais c'est ça que je te dis, c'est du mimétisme. Comme tu vois le grand frère qui a telle chose, tu te dis que bon, tu cherches un point de repère, tu vas vouloir copier. Inconsciemment, parce que tu arrives un peu, je veux dire, pour moi, j'appelle ça pas prêt. Psychologiquement, émotionnellement, tu veux copier. Tu prends l'exemple de quelqu'un qui n'est même pas à ton niveau. Mais c'est du mimétisme. De la même manière que quand tu grandis, tu prends l'exemple de ton grand frère. Il fait des bêtises, comme ça, tu vas aussi copier ce que ton grand frère fait. Donc, le mimétisme est plus que la rivalité. Les footballeurs, je pense, dépensent beaucoup d'argent dans le confort de vie. Tu vois, des fois, tu as des maisons immenses alors que tu vis seul. Inutile. Perte d'argent, les voitures, des choses comme ça. Confort de vie, vacances, pour moi, c'est pas de dépenser de l'argent, c'est pas de l'argent gâté. Parce que tu en as vraiment besoin et tu as le droit de te faire plaisir. Tu as un confort de vie. C'est combien les vacances de footballeur? On dépense combien? Ça veut tout et rien dire. Je peux pas donner, on dépense combien. Ça dépend de où tu vas, à combien, du Est-ce que les footballeurs vont dans les mêmes types d'endroits? Beaucoup, oui. Même en vacances. C'est-à-dire, tu vas à un endroit en vacances et tu vas d'autres footballeurs. Ouais, tu vas voir. On est en vacances au même moment. À partir du moment où on est en vacances au même moment, après, tu dois prendre en considération le temps. Tu ne vas pas aller dans un endroit où c'est la pluie, la saison des pluies. Je te parle, à part si tu vas au pays, quand tu rentres au pays, il commence à pleuvoir. Mais si tu vas ailleurs, ça réduit un peu ton champ d'action. Tu vas aller, certains veulent aller en fonction de qui ils sont, ils veulent aller s'amuser, ils vont aller aux États-Unis, ils vont se retrouver à Miami, Los Angeles, tu vas voir des footballeurs. Parce qu'au final, il y a beaucoup de footballeurs qui sont en vacances en même temps. Donc, oui, on va se retrouver aux mêmes endroits. Après, ça dépend de ce que tu veux, ce que tu aimes, le calme ou non. Ça dépend de ta personnalité. Le footballeur africain, il a quand même un élément en plus dont tu avais parlé tout à l'heure, la famille. Est-ce que tu as vu chez des footballeurs occidentaux le même rapport à la famille dans la générosité? Je dois donner à ma famille. Oui. Aussi, hein? Oui, j'ai vu, mais pas comme nous. Non, c'est pas comme... Je le vois encore, mais c'est pas comme nous. Le besoin, pour nous, c'est une obligation. Morale même. Morale, même spirituelle. C'est vraiment, pour moi, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. À ce point? Oui, c'est pas de ton propre chef. Pour moi, tu aimes ta famille, tu veux les aider, tu veux les sortir de la pauvreté. C'est pas forcément les aider, de faire ce que tu fais. De donner pour donner, comme ça, c'est pas forcément aider. On gâte plus notre famille qu'on les aide. On leur donne de l'argent. Oui, si c'est mal organisé, on les habitue à quelque chose qui ne pourront... On les habitue à tendre la main, en fait. À tendre la main. On ne les responsabilise pas. Aider, après, moi, j'ai appris ça avec le temps. Si c'est bien cadré, pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que ça va donner? Oui, je peux financer. Mais donner pour donner, on va toujours venir. Pourquoi si demain tu vas au distributeur, tu vois, ils vont continuer de venir. Tu ne mets pas de code. Pourquoi en fait, la responsabilité, c'est la tienne en tant que joueur. On se plaint toujours que nos familles nous font ceci, nous font cela, ils nous font vivre une misère. C'est toi qui y joues. C'est toi qui dois grandir et prendre tes responsabilités. Parce que si tu ne mets pas de barrière,
c'est ta vie qui est en danger. La tienne et celle de ta famille, chacun est né seul, mourra seul. Ce que je veux dire par là, c'est que cette obligation, en fait, tu n'es pas obligé. On se met cette épée de Damoclès. C'est l'environnement, encore une fois. Quand on a grandi. Mais quand tu regardes foncièrement, tu n'es pas obligé. Parce que si tu n'as plus rien, aussi n'auront plus rien. Si tu dois les sortir de cette galère, comme tu dis, comme on a tous essayé de faire ou qu'on a fait, mais il faut que ça soit vraiment structuré. Sinon, on va rester dans le même principe. Si on ne change pas nos manières de faire... Mois après mois, année après année. En fait, c'est la même chose. Je dis souvent aux gens, je prends une analogie. On vient au pays, il y a 5 familles. Il y a 1 000 € qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partager 200 pour que les gens survivent. Non. On va partager 200 par 5. On va toujours survivre. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc, dans l'inconscient collectif, on se doit de s'entraider un peu. Je te donne. Mais avec ça, on survit. Mais est-ce que tu comprends pas aussi les parents qui se disent, mais je suis le père de l'international Sébastien Basson, je ne peux plus marcher à pied. Il me faut une voiture. Non. Non. Papa, tu vas marcher à pied? Non, je comprends. Je comprends. Bien sûr. Je comprends, mais fin des fins, je vais dire à la personne que je veux... Pour que papa, tu ne marches pas à pied longtemps. Jamais. À vie. Moi, je ne veux pas que tu marches jusqu'à vie. C'est que ça dure à vie. Il faut quand même que le petit comprenne que ça doit venir. Le cheminement doit se passer dans sa tête. Tu vois, ça ne peut pas être parce que je suis ton papa, je ne marche pas à pied. En fait, on va rester toujours dans les mêmes standards. Et ça ne va pas faire augmenter. On ne va pas briser un plafond de verre. On ne va pas réellement passer de niveau. La finalité est que je ne peux même pas penser que mon pater marche à pied. Mais comment c'est fait? Dicté par qui? Comment? Non, tu ne dictes pas ce que je fais de mon argent. C'est différent. Je vais faire parce que je veux faire et j'ai cette conscience. Ça fait partie de nous. Mais par contre, ce n'est pas parce que tu es mon pater que je me dois de... Sinon, en fait, tu prends le contrôle sur ma propre vie et je ne vais jamais m'émanciper. Je ne vais jamais devenir l'homme que je dois devenir. Parce que si je ne suis pas cet homme-là, je ne vais pas pouvoir réellement te sortir de la galère sur la durée. On est dans l'instant présent parce que tu es dans les émotions. Comme je suis le père, je suis la mère, ma mater. Mais c'est à nous, en grandissant, de se dire que bon, attends. C'est moi qui vis la situation. Ils ne sont pas dans tout ça. Comment réellement je dois augmenter mon niveau, même intellectuel, émotionnel, pour m'assurer qu'ils soient bien. Ce n'est pas de leur responsabilité. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils ont supporté ce qu'ils ont supporté. Mais moi qui suis dans un environnement différent, qui ai d'autres clés, d'autres armes que eux n'ont eu, si je fais les mêmes choses, je réagis de la même manière que eux ont réagi, il n'y a pas d'évolution. Je me dois d'apporter une plus-value, même intellectuelle. C'est-à-dire que non, ok, d'accord, je sais comment nos environnements fonctionnent, on a grandi dans ça. Mais pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation si ce n'est pas pour élever le niveau? Élever le niveau, ça ne veut pas dire que je te donne l'argent tous les mois. Tu vas faire quoi avec? En fait, tu prends l'habitude. Moi, je sais que j'ai gâté certains de mes frères parce qu'on me disait que Superman, appelle Superman, il va faire. T'appelles Superman. Mais au final, il va faire. Parce que tu as cette culpabilité, tu ne peux pas te dire. Mais au final, tu ne leur rends pas service parce qu'ils deviennent feignants. Ils savent que, non, même si c'est l'indemne vraiment, il ne va jamais accepter que sa famille... Moi, je ne pouvais jamais accepter, par exemple, je ne sais pas, qu'un de mes frères parte en prison. Je ne peux pas. Jamais. Mais comme ils savent ça, j'ai déjà même perdu mon permis parce qu'eux-mêmes utilisaient mon nom. Parce que en fait, tu vois un peu la mentalité. Mais si tu ne mets pas des barrières, tu n'es pas dur jusqu'à ce qu'on va t'insulter. On va réellement t'insulter correctement et bien. C'est là où on voit si tu es fort. Ça va passer. Mais de l'autre côté, je vois justement des footballeurs dont la famille au pays galère. Oui, après, c'est chaque... En fait, oui, la famille au pays galère. Tu te demandes, mais est-ce qu'il est footballeur? Est-ce qu'il a un problème avec sa famille? Est-ce qu'il ne veut pas juste leur donner? Oui, mais ça, on ne peut pas se permettre. Et puis, ça me permet de poser une autre question. Est-ce qu'en tant que footballeur, il n'y a pas des contraintes quand tu veux prendre ton argent pour l'envoyer en Afrique ou c'est simple, c'est facile, tu peux le faire? Avant, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile.
Avant, c'était compliqué. Vraiment, on m'a vraiment, au bout d'un moment, on m'a même banni de Western Union. C'était la magie. Parce que tu envoyais des sommes, on va dire que ça, c'est suspicieux. Comment tu envoies et après, il te rendait la vie compliquée. Que ce soit MoneyGram, tout cela là. On a eu des À l'époque, c'est compliqué. À l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mais juste pour dire ce que tu as dit, on ne peut pas se permettre, on ne connaît pas l'histoire des gens. En fait, si on accepte qu'il n'y a pas de certitude, ce n'est pas parce qu'on vient de tel endroit qu'on se doit de se comporter de tel. Il faut accepter que les gens sont différents. Ils sont différents et ils gèrent, ils ont leur histoire. De la même manière que les gens ne connaissent pas totalement ton histoire, tu vis les choses d'une manière personnelle. Et ça, c'est là où les gens disent que non, il se permet de juger les histoires des gens. Papa, c'est une histoire. Occupe-toi de ce qui est devant ta porte à toi. Lui, pour lui, vous permettez de parler, sa famille fait ceci, mais tu ne connais pas son histoire. Donc, à partir de là, c'est pour lui. Il faut qu'on arrête un peu de toujours vouloir copier, coller, parce que tel a fait ci, tel a fait ça. C'est comme ça que l'autre doit aussi se comporter. C'est pas comme ça, personnellement. Alors, tu décides donc, après ta carrière, de te lancer dans une... Tu vas nous en parler un peu plus longuement maintenant. Déjà, qu'est-ce que tu as fait comme reconversion en termes de carrière et pourquoi ce choix? Parce que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme reconversion? Déjà, tu termines ta carrière un peu tôt quand même, non? Qu'est-ce qui t'amène à... Oui, pourquoi? C'est longtemps. 17 ans, c'est long. Oui, mais Ronaldo joue jusqu'à 39 ans maintenant. Tu vois, c'est là. C'est exactement ce genre de pensée qui fait que c'est mauvais. Il faut que tu nous éclaires. Ah, mais c'est ce qu'on se dit. Tu vois, mais pourquoi à 30 ans, il a arrêté? Tu as arrêté à 30 ans? 34 ans. Tu as arrêté à 34 ans? Oui, 34 ans. Je vais sur mes 38 ans. Ouais. J'ai arrêté à 34 ans. J'ai fait 17 ans. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait 17 ans de prof. Et tu sais que la carrière moyenne d'un joueur de foot, c'est 9 ans. Ah oui? Mais vous, en fait, les gens regardent les extrêmes, les extraterrestres. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas se comparer à un Ronaldo, à un Messi. En fait, on ne fait pas le même métier. C'est égal. Non, c'est vrai. Dans tout, les gens regardent toujours l'extrême. Oui, c'est vrai. Il y a une infime... Moins de 1%. Non, nous sommes, ceux qui sont professionnels, c'est les moins de 1%. Dans les moins de 1%, là, c'est des 0,00000. En fait, tu peux pas. Et c'est là où les gens, en fait, je pense, ils se trompent. Ouais. Il a joué, c'est bien. Il a son corps, il a une hygiène de vie qui lui permet il y a le côté physiologique, il a le corps qu'il a. C'est un don de Dieu. Le fait qu'il puisse encore jouer, c'est pas le cas de tout le monde. Si tu regardes la moyenne des joueurs, les joueurs ne font pas C'est 9 ans, 8 à 9 ans. Seulement? Une carrière, la moyenne. Ceux qui font des 25 ans, des 20 ans, c'est parce que c'est des ovnis. Ce sont des gens qui vraiment, c'est des extraterrestres. De la même manière que tu dis, mais regarde, Ronaldo, Messi fait ci, mais papa, qui est comme eux? Ils ont réinventé le football. Ils ont changé tu vois, le cours, l'ère du football. C'est pas des gens communs. Donc, il faut arrêter de se... Même si, à notre niveau au Cameroun, arrêtez, regardez Samuel Eto'o fait ceci, c'est là. Oui, mais Samuel, c'est un, comment on dit en anglais, one-off. C'est quelqu'un c'est extraordinaire. Tu n'as pas un Samuel tous les 2 ans. C'est tous les peut-être 10, 15 ans, 20 ans que tu vas trouver quelqu'un qui peut briller comme ça. Donc, il faut déjà remettre ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? Mon corps est fatigué. Mon corps était fatigué, j'ai des problèmes de hanches. J'ai toujours eu des problèmes de hanches. Donc, pendant le Covid, j'allais courir et j'avais des problèmes et ça s'est arrêté. Hop, ça s'est arrêté. C'est bloqué. Parce que j'ai toujours eu des problèmes de hanches. Tu t'es pas dit, je vais guérir et je vais recommencer? Non, mais ça, j'ai déjà fait ça. Ouais. Pourquoi là, cette fois-là, tu t'es dit, non, c'est bon, j'arrête? C'est pas que je me suis dit, c'est que je ne pouvais pas. Ah. Je ne pouvais plus. Je suis parti voir le chirurgien, il m'a dit que non, c'est fini. Il y a plus... Arrête. C'est pas que arrête. Tu ne peux pas. Même si je courais 10 mètres, là, ça allait bloquer. Tu peux pas. Quand ton corps te dit stop, quand ton corps, j'avais poussé mon corps jusque... Mon chirurgien m'a dit une chose. Il m'a dit, vous savez, monsieur Basson, vous êtes comme une belle voiture de sport. C'est-à-dire que vous êtes puissant, ça va vite, mais ça ne dure pas toute la vie. Et ça, il faut prendre conscience que chacun a une génétique. Chacun a une part génétique. Il y a des gens qui grossissent, il y a des gens qui sont minces, il y a des gens qui ont, tu vois, une masse musculaire différente. Tout ça, ça fait partie de la longévité d'un footballeur. Donc moi, déjà, à ce niveau-là, et même psychologiquement, j'étais fatigué. Tu t'es donné quel objectif à toi?
d'arrêter? Parce qu'à un moment donné, tu commençais à dire, à 34 ans, tu te disais j'arrête dans 1 an, dans 2 ans, Moi, je me suis toujours dit que le jour où... ton corps allait. Oui, des jours où mon corps dit stop déjà. Ok. Et le jour où je vois, de la même manière que j'ai poussé les anciens là dehors, le jour où je vois un petit qui va venir m'envoyer sur YouTube parce qu'il va me faire pap, 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 je ne peux pas me tourner, je dis que non, papa, arrête, stop. C'est fini. C'est pour... En fait, j'ai jamais eu peur de me dire que hey, tu as eu ton temps. En fait, le problème du footballeur et de beaucoup, c'est qu'il ne comprend pas qu'il y a un début et il y a une fin. Comme Ça, c'est très vrai. Comme tu ne connais que ça. Oui. D'accord. Cette peur de l'inconnu, cette peur de l'inconnu et de qui est-ce que je suis. J'ai toujours dit que, et c'est pour ça que je fais le travail que j'ai fait, je vais venir, je ne suis pas juste le nom sur le dos de mon maillot. Donc même dans ma famille, on connaît que Bassong, on ne connaît pas Sébastien. À bout d'un moment, c'est que Bassong. Mais qui est Sébastien? Et j'ai toujours eu, par la grâce de Dieu, cette chance d'avoir cette présence d'esprit, de dire que hey, tout ce que tu vis là, c'est pas réel. C'est pas réel, c'est pas la réalité. Ah ouais? Mais oui, mais le football, c'est un monde parallèle. Ce n'est pas la réalité. La preuve, non, on ne vit pas les mêmes réalités que le citoyen lambda, à juste titre, parce que c'est à part. Mais je me suis toujours dit que ce n'est pas la réalité. Et c'est ça qui m'a aidé, avec aussi un entourage qui me permettait de rester les pieds sur terre, de me dire que non, c'est pas la réalité. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et il va falloir être assez bon dans la transition pour ne pas sombrer, parce que c'est une petite mort. Tu as toujours été un compétiteur, un performant depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, tu es dans ça. On t'a éduqué dans ça. Donc, quand ça s'arrête, oui, je comprends que ce qui fait peur, c'est je suis qui, je fais quoi. Tu te lèves tous les matins quand tu as un objectif journalier ou hebdomadaire. Tu te lèves, il n'y a plus rien. Rien. Ouais. Ça pousse à la dépression, ça pousse à beaucoup de choses. Donc moi, quand j'étais dans une situation très compliquée à Norwich, c'est là où on va dire que j'ai commencé à voir. J'ai été coaché. J'ai rencontré, je vais faire ça rapide, une personne qui m'a challengé. Parce que j'étais dans une situation très compliquée. C'était quoi la situation? Par rapport au club? Par rapport au club, oui, on m'avait très, très, très compliqué, mais dû majoritairement de ma faute. Tu avais fait quoi? Non, quand je dis de ma faute, c'est que je ne maîtrisais pas réellement mes émotions. Ça veut dire que je ne comprenais pas l'injustice. Pour moi, tout ça, plein de choses comme ça. Et ça fait que je renvoyais une image. Je suis grand, je suis costaud, très dur. J'étais fermé parce que je ne comprenais pas. Donc, ton naturel, l'agressivité, ma passion, je suis quelqu'un de très passionné. Mais eux, les gens confondaient ça avec de l'agressivité. Et l'agressivité, ça devient très vite négatif. J'étais dans un monde un peu de blanc où Sébastien Bassong, là, il fait peur, il est dur. On n'allait pas me faire de cadeaux. Mais moi, je ne voyais pas ça. Je pensais que j'étais dans mon bon droit parce qu'on m'avait fait des choses. Tu vois, je réagissais mal ou durement, avec beaucoup d'ego, et je ne m'ouvrais pas. Je n'avais pas cette présence d'esprit de me demander, mais qu'est-ce que tu as mal fait? C'est toi? Mais en fait, je n'avais pas le courage de réellement faire une réelle introspection. Tu regardes devant la glace, tu dis que non, mon gars, c'est pas possible autrement. Et c'est pour ça, c'est là que j'ai rencontré cette personne qui m'a pris un jour dans une chambre d'hôtel. On était en déplacement et il m'a un peu challengé. Il m'a dit, est-ce que tu es en accord avec ton corps, ton esprit? Je dis que oui. Il m'a fait un petit exercice de relaxation, comme ça. Parce qu'en fait, je le voyais, il travaillait dans la sécurité, mais un peu, tu vois, caché. Et moi, comme je suis un peu un gars je regarde toujours tout. Je t'ai vu, on a parlé, on est monté dans la chambre. Et il m'a fait ça. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Après, il m'a dit que voilà ce que lui, il fait. Il accompagne, il est coach, ceci, cela. OK. Et une histoire en entraînant une autre, un jour, il m'a dit, prends mon numéro si tu n'es pas bien. Si un jour tu penses à quelque chose, c'était un ancien militaire. Et il m'a dit, si tu n'es pas bien, tu m'appelles. On va parler. Il avait déjà tout vu dans sa vie. Tu vois. Et là, j'avais beaucoup de colère en moi. Énormément de colère. Donc, tu vois, tu réagis de manière... Et il arrivait toujours à remettre les choses en place. Je dis, OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et là, il m'a dit, est-ce que tu veux retourner à la situation dans laquelle tu es? À quel point tu as envie? J'ai dit que, petit monsieur, je suis déterminé. Ça. Il m'a dit, tu es sûr? Même si je te demande de te lever à 4 heures du matin tous les jours, d'aller te mettre sur... J'ai dit que non. Pour retourner à la situation là, ici, là,
je suis prêt à tout. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler main dans la main. Je me suis livré, j'avais rien à perdre. Vraiment, pour tout, par rapport à ma vie. Parce que c'est pas le footballeur qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le footballeur. Donc, tu ne peux pas penser que tu vas être bon sur le terrain si autour de toi, là, c'est le chaos. Donc, au final, j'ai accepté de m'ouvrir, de baisser les armes et de réellement, j'ai pleuré, ça m'a fait... J'ai tout fait. Mais j'ai fait face à mes démons, à qui je suis, à mes traumatismes aussi bien d'enfance, tout ça, pour pouvoir me retrouver. Et un jour, il m'a dit, regarde-toi dans la glace comme ça. J'étais comme ça. Oui, et quoi, fâché comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu donnerais une faveur au gars que tu vois là? Et après, je dis, franchement, jamais. Il fait peur. Alors que je sais que je suis quelqu'un de cool, on rigole, ça, mais l'image que tu renvoies, et c'est là que j'ai ouvert les bras. Il m'a dit, non, redeviens toi-même. On a travaillé sur ça. Et c'est comme ça que j'ai retourné la situation. Et c'est là que j'ai dit que c'est ce que je veux faire. C'est là où j'ai dit que, comme en fait, je sentais les choses. J'ai toujours été comme ça. J'ai souvent été capitaine d'équipe. Donc, la gestion humaine. Tu vois, tu sais avec qui il faut taper un peu des gens. Les gens, il faut prendre derrière, sous le bras, tout ça. J'ai toujours su faire ça. Mais lui m'a montré qu'il y a des manières de faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à retourner à l'école. C'est là où j'ai dit que non. Comme j'ai été au centre de formation petit, dans tout ce que je vais faire, et j'ai appris les choses, tu vois, l'art du football, vraiment le puriste, je vais faire la même chose dans tout ce que je vais faire. Donc, j'ai recommencé le processus. J'ai dit que je vais recommencer du départ. Je sais que mon cerveau, là, il n'est pas prêt. Mais à force de faire, ça va aller. Et je suis reparti à l'école. J'ai commencé avec des formations. J'ai cherché, tu vois, des choses. J'ai testé. Et c'est comme ça que j'ai fait mes formations de coaching, mais vraiment d'accompagnement mental et d'études des comportements. Donc, au final, je suis devenu, il faut donner toujours un nom, je suis coach en performance parce que je suis un compétiteur via le développement personnel et professionnel. Et c'est après ça qu'il y a 2 ans, je suis parti aux États-Unis pour apprendre l'art du public speaking, tu vois, de parler en public, des conférences, etc. Parce que pour moi, c'est les meilleurs. Et j'ai fait une longue formation là-bas parce que je savais parler, mais je pense qu'il faut être... Il y a des spécificités. Et c'est comme ça que j'ai allié les deux. Et ma reconversion s'est faite comme ça. Et aujourd'hui, tu accompagnes donc essentiellement des footballeurs? Non, les footballeurs, j'ai pas le choix. Parce que c'est mon domaine d'expertise, le sport. Mais pour moi, la performance, elle n'est pas... Les gens, ils associent ça au sport. La performance, elle est aussi... Ça accompagne tout le monde, en fait. Ça accompagne tout le monde. Celui qui est prêt, par contre, c'est sûr, moi, j'aime gagner. Celui qui est réellement prêt, qui veut vraiment passer au niveau supérieur, la transition. Moi, je fais des transitions. La performance. Tu veux passer de A à B, mais tu ne sais pas forcément comment faire. Tu es déterminé, tu as envie. Mais il faut, tu vois, quelqu'un qui va t'aider à aller chercher... On ne fait rien tout seul. On ne fait rien seul. Donc, il faut le chemin. Il faut savoir que peut-être va comme ça, essaye. Moi, je vais te responsabiliser. Je ne vais jamais rien faire pour toi. Non, ce n'est pas moi qui vais faire. Mais par contre, je vais te stimuler. On va faire en sorte que tu sois toujours dans les meilleures conditions et que tu sois prêt. Et moi, je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. On est là pour gagner. Si tu veux vraiment arriver au prochain niveau, où est-ce que tu dois arriver? Voilà pourquoi mon mantra, c'est « Take what is yours ». C'est le mantra « Prends ce qui t'appartient ». À quel point tu as envie. Si tu es réellement prêt, je suis ton homme. On va aller. Et je travaille avec des compagnies en groupe, parce que c'est pareil, j'ai des objectifs. Pour moi, le monde corporate, l'entreprise ou le monde du sport, c'est la même chose. Chacun a des objectifs, il y a de la pression, tu vois, c'est la même chose. C'est juste une histoire de à quel point tu as envie, qu'est-ce que tu es prêt à faire. Et là, on fait des définitions d'objectifs réels, on met les choses en place et on y va main dans la main. Et comme je suis vraiment obnubilé par la victoire, sache que je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. J'étudie les comportements, donc au final, je sais qui est qui, comment on travaille, et au final, je vais te rendre vraiment responsable de ta propre vie, responsable de tes propres leçons, échecs, victoires. C'est toi, c'est pas les autres. Ce ne sera jamais les autres. Tu peux avoir toutes les excuses du monde. Et là, on peut aller très très loin. Aujourd'hui, c'est un métier qui fait vivre son homme.
Mhm. Oui, c'est un métier qui fait vivre son homme, oui. Par rapport à ta carrière de footballeur, tu n'as pas une grosse décote? Ah si. Ça va être compliqué de gagner les mêmes sommes. Très compliqué. Au-delà de l'argent, déjà, le côté adrénaline, on ne trouvera jamais l'équivalent de jouer devant un stade de 60 000 personnes, 70 000 personnes. C'est pas possible. Ça, il faut l'accepter. Que quand tu changes, il faut accepter de laisser mourir le joueur qui était derrière toi. C'est fini. Même si les gens peuvent te parler que tu as fait. Mais toi, ce deuil, il faut... Comment tu le vis, justement C'est un deuil. Hier, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. Je suis pas ici. Non, c'est ça. Pourquoi hier, j'étais là, Hier, je suis là. financièrement, hier, je gagnais ça. Ouais. Je me permettais de vivre à ce standing-ci. J'allais en vacances à tel endroit. Ouais. Je pouvais offrir ça à ma femme, à ma famille, à mes enfants. Ouais. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mais ça fait juste partie de... En fait, pour moi, la vie, ça fait comme ça. C'est un cycle. C'est un cycle. Aujourd'hui, quand j'ai commencé le foot, je ne pouvais pas m'offrir ce que je pouvais m'offrir quand j'ai fini. Aujourd'hui, je recommence un nouveau cycle de vie. C'est le même principe. Pour moi, dans ma tête, je suis de retour au centre de formation. J'avais un salaire, mais je ne mourrais pas. Donc, mais dans ce processus-là, j'apprenais. Il y a des étapes. C'est le même principe. La vie, c'est des cycles. Tu ne peux pas penser que... C'est vrai que je n'aime pas le mot retraité. On dit retraité. Quand tu dis retraité, c'est-à-dire que tu peux t'autoriser à ne rien faire. Non, je ne suis pas retraité. Tu changes juste de domaine d'expertise et tu réapprends quelque chose. Mais comme j'ai déjà la blueprint, je l'ai fait pour le foot. Je dois juste le réadapter à un autre sujet. Et là, il faut être courageux. Il faut être courageux, avoir confiance en soi. C'est là où le travail que moi je fais avec les gens pour qui es-tu en dehors du ballon. Si tu n'as pas d'identité, si tu ne sais pas qui tu es, si je te demande qui tu es, et tu me parles des titres que tu as gagnés ou les diplômes que tu as faits. Non. En dehors de ça, qui es-tu en tant que personne? Si tu connais ta valeur, qui tu es, il n'y a rien qui va t'arrêter. Donc, là où j'étais là financièrement, mais je vais le dépasser. Sincèrement, je te dis, je vais le dépasser. Je suis convaincu. Je n'ai même pas de problème avec ça. J'ai aucune once de doute que ce que je gagnais en tant que joueur, mais je vais gagner 2 fois plus. Je suis né pour briller, mais pour ça, il faut mettre les ingrédients. Ça ne va pas venir comme ça, tu vois. Comme le football, si je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est parce que pendant des années, j'ai souffert. Je suis parti, je n'ai pas lâché et j'ai vraiment écouté. Enfin, c'est la même chose. Donc, t'inquiète pas. Là où on était, ça c'est... Pour moi, le vrai argent n'est même pas dans le football. Si tu parles d'argent. Le vrai argent. Je te dis, les footballeurs ont une bonne rémunération. Ne pense pas au Ronaldo, De Bruyne, tous ceux Mbappé qui gagnent beaucoup. Non, laisse ça. Le vrai argent n'est pas dans le football. Le vrai argent est dans ceux qui sont dans les loges là qui te payent. Autour. Mais c'est comment il y a 22 joueurs. On les paye tous, je ne sais pas combien. Comment ils font? Le vrai argent, il est là-bas. Le vrai argent, il est dans l'entreprise. Le vrai argent, c'est pas le football, c'est une rémunération. Les Ronaldo deviennent des chefs d'entreprise. Tu vois, eux, là, ils sont dans le monde des generational wealth. Ce qui peut durer vraiment pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est là où le vrai argent est. Le vrai argent n'est pas dans la rémunération instantanée. Et c'est ça où la mindset change. Quand on arrive à un certain âge, aujourd'hui, tu veux te frotter aux acteurs économiques. Quand tu prends ta rémunération, c'est une chose, mais tu viens, tu dépenses. Toi, on veut dormir et que l'argent rentre quand tu dors. Mais ça, tu fais comment? Tu dois apprendre, tu dois être exposé à ça. C'est pas parce que tu m'as dit ça une fois. Non, il faut que j'apprenne. Il faut que ça devienne une seconde nature. Que le langage que tu parles, je le comprenne. Et ça, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est une mentalité. Et qu'il y a des uns qui arrivent, certains qui sont bons, et d'autres qui voient plus loin. Et moi, pour ma part, est-ce que je enseigne, entre guillemets, ou ceux que je coach, ou quand je parle, c'est ça, on dit en anglais empowerment. Il faut que tu deviennes fort. Tu as des super pouvoirs. Si tu n'as pas conscience de ce que tu es censé faire, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu sois authentique et la connaissance de toi. À partir du moment où tu es authentique, pas ce que les gens veulent que tu sois, pas ce que la société dit que tu dois être, non. Ce que toi, réellement, tu es, une fois que tu mets ça à profit, là, on va gagner énormément d'argent.
Il n'y a pas de souci. Et avec cet argent, tu peux faire énormément de choses. Mais pas juste parce que tu as beaucoup d'argent, on va dire que il est fort, on va te faire la révérence parce que tu as beaucoup d'argent. Tu fais quoi? Tu peux avoir tout l'argent que tu veux du monde et tu peux être une mauvaise personne. Ça, c'est clair. L'argent ne change pas les gens. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien. De rien. D'une fois de plus, d'être venu nous voir et de t'être livré pour parler de ton parcours, mais aussi de ta carrière actuelle. Comment on fait pour te joindre, pour ceux qui voudraient te suivre? Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, sur officiel SBN, sur Instagram, sur Twitter. J'ai une chaîne YouTube. J'avais Seb's SMS que j'avais fait pendant 2 ans. Ça sortait tous les samedis matins. Mais là, je vais revenir avec un nouveau format. Je travaille dessus. Comme je suis devenu créateur de contenu, maintenant, on est là. On doit faire ça parce qu'on a le micro en main. Et ma voix, c'est mon outil de travail. Donc, oui, sur les réseaux sociaux, mon site internet est en construction. Il est en train d'être refait. Donc, oui, les réseaux sociaux OK. C'est plus facile et je réponds toujours. Je suis toujours disponible sur ça. Il n'y a pas de souci. Très bien. Chers amis, vous savez comment faire si vous voulez joindre Sébastien, que je tiens à remercier une fois de plus d'être venu nous voir 2 fois pour terminer la deuxième partie du podcast. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi, que vous comprenez peut-être un peu mieux maintenant l'univers du football, comment ça fonctionne réellement, de l'argent que l'on peut se faire là-dedans, mais aussi des pièges, de l'importance de l'entourage. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a marqué, ce qui vous a surpris, ce qui vous a choqué. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour un autre épisode de notre podcast préféré. C'est juste une question de temps. D'ici à là, peace.